Ok, c'est parti. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je suis avec Nelly. Salut Nelly, comment ça va? Valentin, bah écoute, ça va, je suis bien contente d'être là. Aujourd'hui, on va parler de SEO. On va essayer de traiter plusieurs points. Euh, on va essayer de parler un peu des évolutions, notamment du SEO avec les outils d'IA qui sortent. Est-ce que c'est toujours pertinent de faire du SEO? Si oui, bah, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Quelles sont les évolutions? Donc, on va aborder tout ça. Et surtout, on va essayer de montrer euh, ce qu'on fait ensemble sur le site de Socialwriting, puisque du coup, on travaille ensemble sur le site de Socialwriting. Euh, donc, toi, tu es consultant de freelance, tu pourras te présenter si tu veux. Et le but, c'est qu'on puisse prendre le site de Socialwriting comme cas concret pour expliquer bah, comment est-ce qu'on s'adapte par rapport aux nouvelles stratégie qui fonctionne pour rester pertinent en SEO. Est-ce que tu veux dire un peu ce que tu fais, Nelly, du coup? Et bah écoute, tu l'as dit en deux mots, mais effectivement, moi je suis consultante SEO, plutôt spécialisée sur le pilier du contenu, ce qui tombe bien, parce que toi aussi. Ouais. Et donc, je vais essayer de vulgariser au maximum le SEO à travers mes propres contenus à moi, donc que ce soit sur LinkedIn, newsletter, je fais aussi beaucoup de podcasts, des conférences, etc. Et puis, j'ai toute une partie avec de la presta SEO, donc bah, ce que je fais par exemple avec toi, où Hmm. je viens ben, m'adapter aussi du client pour essayer de le faire ranker au mieux dans Google. Parfait, très clair. Voilà. Rentrons dans le vif du sujet. Si on se place, tu vois, il y a peut-être 4-5 ans avant l'arrivée du SI, de l'IA, c'était quoi les éléments importants de la stratégie pour développer un site, tu vois, en termes de contenu, d'autorité? Est-ce que tu as des éléments là-dessus? Ouais, bien sûr. En fait, donc le SEO se base sur trois piliers. On a la technique, donc c'est la façon dont le site il a été construit. Est-ce qu'il est facilement navigable? Est-ce que les images se chargent vite? Est-ce qu'il est indexable? Donc c'est-à-dire est-ce que Google peut nous le mettre sous les yeux? Donc tous ces critères-là, c'est vraiment les piliers et les fondations de la maison qu'on va construire après, parce que si tu fais ça Hmm. et que c'est très bancal, ça sert à rien de mettre en place des efforts pour faire venir des visiteurs si ton site ne peut pas en accueillir. Donc, la première chose à faire, c'est de s'assurer que techniquement, tout est OK. Et ensuite, les autres piliers, on va avoir le contenu. Donc, c'est tout ce qui est à l'intérieur du site, que ce soit les illustrations, mais aussi, bien sûr, les textes. C'est finalement bah, de quoi ça parle et comment est-ce que ça adresse le sujet, donc comment les textes sont rédigés, etc. Et le troisième pilier, ça va être la notoriété. Donc ça se fait à l'extérieur du site. C'est Hmm. les autres qui vont parler de nous. Donc on appelle ça des backlinks. C'est des liens que font le site A vers le site B. Et ça fonctionne comme des recommandations, comme un ami qui pourrait nous recommander un resto ou quelque chose comme ça. Donc il y a plein de techniques pour améliorer chacun des trois piliers. Mais vraiment, les bases, c'est ces trois choses-là. Et c'est un tabouret, donc il faut pas se dire, OK, je vais aller à fond sur le pilier du contenu, par exemple, et puis oublier les autres. Ça fonctionne pas. C'est pas une addition, c'est une multiplication. Si tu as une patte de ton tablier, de ton tabouret qui marche Ouais. pas, Hmm. il y a tout qui se casse la figure. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller sur les trois piliers. Ouais, et ça dans le but de ranker sur Google. Ouais. Précisément Google, surtout. Je Sur sais tous pas les ce que... moteurs de recherche. Ouais, Donc Google, Bing, DuckDuckGo si tu as envie, ouais. etc. Mais Mais, en France, Google a plus de 90% de part de ouais, marché, donc on c'est fait ce le que j'allais te raccourci. demander. Ouais. Et là, du coup, l'une des grosses évolutions, c'est que... alors, il y en a plusieurs, c'est que donc il y a des outils d'IA qui sont apparus. Donc, les gens font des recherches, font des requêtes sur d'autres outils que Google, notamment ChatGPT, ce qu'on appelle des LLM. Et même Google lui-même, alors je crois qu'on l'a pas encore vraiment en France, mais va de plus en plus intégrer des résultats IA dans ce qu'on appelle la SERP, du coup, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, l'arrivée de l'IA a modifié beaucoup de choses. Donc, comme tu le dis, la façon dont les résultats sont affichés, parce qu'on va avoir des moteurs de recherche comme par exemple Perplexity, qui Hmm. sont basés uniquement sur l'IA. Donc, on va discuter avec Perplexity comme on peut le faire avec ChatGPT, et il va venir piocher dans les résultats de l'Internet pour nous sortir des choses les plus pertinentes possibles. On a ChatGPT qui maintenant est connecté à Internet. On a bah, en fait toutes les IA qu'on a à disposition, l'IA de Twitter, l'IA de Gemini, enfin, de Google, etc. Tout ça, en fait, ça vient euh, piocher dans des sources énormes de tous les contenus qui sont créés sur Internet pour essayer de répondre au mieux. Donc on a cette partie-là et on a effectivement, comme tu l'as dit, les AI Overview. Donc on n'a pas encore accès en France,
Mais en fait, aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays, Google vient proposer un petit résumé directement de condensé de plein d'informations que lui a jugées pertinentes par rapport à la requête que l'utilisateur a fait. Donc ça modifie un petit peu la façon de faire du SEO. Et la deuxième façon dont l'IA a modifié la façon de faire du SEO, c'est aussi par rapport à la création de contenu. Parce que maintenant, on a accès à ChatGPT et à plein d'autres outils qui vont nous permettre de rédiger beaucoup plus de contenu que ce Mm. qu'on avait avant comme possibilité. Il fallait faire appel à des rédacteurs ou prendre beaucoup de temps nous-mêmes. Je suis convaincue que pour créer du bon contenu, on ne peut pas s'appuyer 100% sur l'IA. Et Ouais. c'est là que la différence se fait parce que créer du contenu ne fait plus de différence. Maintenant, tous les sites peuvent avoir du contenu. Là où ça va être intéressant et ça va nous permettre de ranker, c'est de créer du contenu qui va être intéressant, qui va être pertinent et qui va être différenciant. Donc on est noyé maintenant sous une masse de contenus qui sont un peu génériques et qui sont créés comme ça à la chaîne par ChatGPT. L'idée, c'est de s'en Mm. différencier. Donc l'IA, elle a vraiment Ouais. touché le SEO avec ces deux approches-là, quoi. Ouais, et même si tu te places du point de vue de Google, vu que maintenant tu peux créer très facilement beaucoup de contenu en masse, j'imagine que Google a aussi fait évoluer son algorithme pour essayer de se baser sur d'autres critères que pas uniquement le volume de contenu que tu vas créer ou le remplissage de mots-clés. Il y a 10 ans, en fait, il fallait bourrer ta page de mots-clés. Je pense qu'aujourd'hui, Google est beaucoup plus fin dans son analyse et dans comment il interprète ton article. Ouais, exactement. Il y a eu énormément d'évolutions dans les différents algorithmes de Google. Et depuis l'arrivée de l'IA, mais déjà avant, ce qui fonctionnait vraiment de mieux en mieux, c'était des contenus qui sont basés sur ce qu'on a appelé l'EAT et maintenant l'EEAT. Donc c'est Hmm. expérience, expertise, autorité et confiance. Donc on pourra détailler tout Trust. ça. Ouais. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de créer des contenus qui ont de la valeur ajoutée, qui sont pertinents et qui apportent quelque chose au lecteur. Pas Hmm. un truc réchauffé, un peu refroidi, qu'on va pouvoir retrouver partout. Et ça, effectivement, ça fait déjà quelques temps qu'on le voit, mais depuis l'arrivée de l'IA, c'est devenu incontournable, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, un truc intéressant, je sais pas si tu avais vu passer ça, mais je suis tombé sur cette étude. Je te montre mon écran. D'ailleurs, de Datos, c'est une boîte qui fait des études marketing. Et en Ouais, fait, ils essayaient de voir quelle part de la search avait pris les IA et Google. Et notamment un graphe que je trouve super intéressant qui disait que c'est celui-là. ouais, Tu vois que Google, globalement, euh, ne perd pas trop de parts de marché. Et en fait, et les IA, en fait, on n'en gagne pas tant que ça non plus. Donc oui, en fait, il y a plein de choses qui se font avec les IA. Il y a plein de gens qui utilisent l'IA, mais je pense que l'adoption met beaucoup de temps. Et oui. surtout, ce qu'on voit aussi, c'est que, je sais plus, il y a un graphique qui montrait qu'en fait, euh, il y a plus de volume de recherche, il y a plus de volume de recherche en général. Les gens ne remplacent pas Google par ChatGPT ou par Perplexity, mais en fait, ils utilisent les trois en même temps. Ils vont voir Ouais, ce qui se passe sur Google, ils vont voir ce qui se passe sur ChatGPT, et peut-être qu'en fonction du type de requête que tu vas faire, tu vas aller plutôt sur l'un que l'autre. Mais je pense que, et d'ailleurs, moi, je le vois dans mon usage, il y a des requêtes où je sais que je vais plutôt aller sur Google, et d'autres où j'aime bien aller Google et ChatGPT pour varier les sources, quoi. Donc c'est intéressant, mine de rien. ouais, exactement. En fait, on les utilise en complément. Et puis, comme tu l'as dit, l'adoption d'une nouvelle technologie, ça prend aussi du temps. Tu vois, nous, on est dans le digital, donc c'est quelque chose qui est évident pour nous d'aller vers les IA, d'utiliser ces nouveaux modes de recherche. Mes parents, pas tellement, quoi. Ouais. Et Bah, ceux qui sont plus jeunes que nous font encore des recherches différentes. Tu vois, par exemple, TikTok est devenu le troisième ouais. moteur de recherche. Et tout ça, en fait, ça s'inscrit dans ce que Google appelle le messy middle. En fait, c'est la zone un peu floue entre le moment où l'usager va avoir envie de faire une recherche, généralement d'achat, et le moment où il va vraiment acheter. Il y a quelques années, on avait besoin d'acheter un canapé. Ok, on tapait canapé pas cher sur Google. On se retrouvait avec un certain nombre de sites qui vendaient des canapés. On allait sur le premier, on regardait quelques modèles et on achetait notre canapé. Maintenant, ça se fait plus du tout comme ça. On va regarder peut-être sur Insta, sur TikTok pour voir comment, en situation, il est fait notre Hmm. canapé. Et puis après, on va demander à ChatGPT, OK, quels sont les critères importants pour choisir son canapé? Est-ce que c'est, j'en sais rien, la densité de la mousse? Est-ce que c'est la taille, le nombre d'assises, etc.
Et en fait, on fait vraiment des allers-retours entre les différentes plateformes. On n'est plus sur du Mm. monocanal où avant, on allait sur un site et on faisait toutes ces recherches sur ce site-là qu'on avait trouvé sur Google. Maintenant, on va vraiment se balader entre plein de plateformes différentes et aussi entre plein de formats différents. Donc ça, pour le référencement, ça change aussi énormément parce que on doit être présent à tous les points de contact avec Ouais. l'usager potentiel, quoi. Ouais, et puis je pense que ça change beaucoup de choses en fonction du type de produit ou service que tu vends. Ouais. Et du type de site que tu as. Si tu as un site très, en fait, où tu as une, moi j'aime bien dire si c'est sur un sujet où tu as une réponse très claire, noir ou blanc, tu vois, quelle est la météo ou je sais pas, comment est-ce qu'on fait X ou Y, tu vois, tu as une réponse vraie et une réponse fausse. Euh, bah, je pense que oui, tout ce qui est outils d'IA, LLM, en fait, c'est trop bien parce que du coup, tu as une réponse structurée, détaillée, expliquée, tu peux converser avec elle, donc ça c'est génial. Mais pour tous les sujets où tu vois, il te faut des différents points de vue, il te faut des manières de Mm. voir les choses, il te faut différentes approches. Je trouve que c'est super pertinent d'aller combiner plusieurs recherches, plusieurs sites. C'est un peu du coup le site de Sociwriting, mais c'est pour ça que moi je pense que pour mon site, pour ce que je fais, donc des programmes d'accompagnement pour des freelances en écriture, euh, c'est super pertinent et incontournable d'être présent sur Google, je pense. Oui, 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 oui. En fait, on voit des évolutions de l'usage de Google et de l'usage des sites Internet. Le SEO n'est pas encore mort. Les sites Internet ne sont pas encore morts. Je pense que ça reste la pierre angulaire de stratégie, tu vois, de présence en ligne. Alors, il y a plein de marques qui se créent uniquement sur Instagram, etc. Mm, Ils ont quand même un site internet. Et la présence sur les réseaux sociaux, par exemple, et la présence d'un site qui est bien optimisé vont se nourrir l'un et l'autre. Donc, peut-être que effectivement, on va moins sur les sites internet classiques que ce qu'on allait il y a quelques années. Toujours est-il que on va toujours consulter des articles de blog, on va toujours acheter directement sur les sites. Donc, le site internet, il est toujours très important, mais il est accompagné mm, d'autres points de contact et du coup d'autres plateformes sur lesquelles créer, publier du contenu, développer la marque, envoyer les messages qu'on veut transmettre, etc. Donc ça s'est complexifié, mais par mm. contre, ça n'a pas été remplacé. Ouais. Ouais, en fait, le niveau d'exigence, le niveau de la barre, et c'est juste relevé, quoi. Je pense que c'est Ouais, d'ailleurs exactement. valable dans beaucoup de sujets, mais plus il y a de la technologie, plus il y a des évolutions, et plus en fait il faut augmenter le niveau de qualité de ce que tu proposes, quoi. Ouais, c'est ça, il n'y Du a plus de coup, barrière ouais, à l'entrée dans la création de contenu, ouais, donc il exactement. faut être Ouais. meilleur, il faut Enfin, réfléchir on un le peu. voit même, tu vois, sur LinkedIn, hein, tout le monde peut faire un post un peu générique, un peu merdique, fait avec ChatGPT. Mais par contre, si tu veux vraiment aller plus loin, en fait, ça demande du travail. Moi, j'aime bien dire que les IA, en fait, ça remplace pas la compétence, ça sublime la compétence. Ouais, Tu vois, exactement. toi, t'es très forte en SEO de base, t'as réfléchi avec ton cerveau, tu connais les mécanismes fondamentaux dans ton cerveau, et maintenant, tu peux utiliser l'IA pour faire plus, mieux, différent. Et du coup, tu vas pouvoir être encore plus pertinente et efficace grâce à ta connaissance de base. Tu vois, mais les deux se complètent. Exactement. Je pense que l'utilisation de l'IA pour remplacer une compétence, ça fonctionne pas du tout parce que tu dois savoir ce que tu attends in fine de Mm, l'IA pour t'assurer que le résultat que tu obtiens est pertinent mm, ou pas. Donc moi, je le vois vraiment comme un assistant, tu vois, quand je fais mes recherches ou même quand je travaille pour toi, par exemple, des fois, je vais lui demander, OK, intègre-moi X, Y mots-clés supplémentaires mm, de façon naturelle, etc. Si je le laisse tout faire, c'est éclaté au sol, alors que je peux avoir des très mm, bons. Mais ça fonctionne pas parce que ça va déformer ton style d'écriture, ça va me supprimer du contenu, ça va faire du bourrage de mots-clés. Et en fait, je vais passer plus de temps à expliquer à ChatGPT, non, ce que tu fais, c'est pas mm. bien, c'est pas ça que j'ai envie. Ouais, ouais, Euh, Au final, je l'utilise vraiment comme un assistant pour des tonnes de micro-tâches, pour m'aider, tu vois, pour faire du brainstorming ou des choses comme ça, pour reformuler, pour résumer, pour plein de choses. mm. Et surtout pas pour me remplacer ou pour remplacer quelqu'un qui aurait une fonction complète, quoi. Ouais, comme tu dis, en fait, il faut pouvoir interpréter ce que te donne l'IA. En fait, tu vois, as un peu deux trucs. D'abord, il faut le prompter, il faut le guider, il faut donner le contexte, il faut euh, être très clair avec ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Et ça demande déjà toi-même de fondamentalement comprendre ce que tu fais. Tu vois, la première Exact. barrière, elle est ici. Ensuite, une fois qu'il te donne le travail, il faut effectivement le guider, faire un ping-pong avec lui. Et une fois qu'il te donne un résultat, il faut y mettre du goût, du style, de la pâte, enfin ta pâte, et pour voir
prendre la matière brute qu'ils te donnent et pouvoir la retravailler. Les Américains, ils parlent beaucoup de ça. Je suis un peu ce qu'ils disent et souvent, ils ont des réflexions en avance sur nous, mais ils disent beaucoup, en fait, l'avenir, c'est avoir du goût, et avoir du Ouais, style, être capable de reconnaître, tu vois, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, quelle image, quel ton, quel style toi tu veux donner à ton contenu, à ce que tu crées. Parce que, encore une fois, hein, si tout le monde peut créer du contenu en masse facilement, bah, créer du contenu, c'est plus un avantage. Ce qui est exactement. l'avantage, c'est la couche d'après. C'est OK, comment tu le fais? Quelle image tu donnes? Donc, Ouais. super intéressant. Et ça, tu vois, c'est quelque chose que toi, tu fais très bien sur ton site parce que typiquement, on lit un article, on sait que c'est de toi. Il y a une Ah ouais, tu façon, trouves? bah, j'ai le nez dedans, mais, mais oui, moi, je trouve que tu as quand même un style qui est très reconnaissable. Tu, En général, et ça c'est vraiment génial pour le SEO, tu vas développer un concept, mais en y apportant tes expériences personnelles, en y apportant ce que Hmm, toi tu as fait comme recherche sur ce sujet-là, quelles sont les sources qui t'ont inspiré pour ce concept-là, comment est-ce que tu as développé ton cheminement de pensée pour en hmm. arriver à ce que tu penses actuellement. Tu donnes des exemples concrets, tu dis en 2016 je faisais ça, en 2020 je suis passé à ça, etc. C'est vraiment ça qu'on cherche maintenant parce que ça, une IA n'est pas capable de le faire. Donc, tu as d'une part ton style d'écriture qui est assez reconnaissable dans ta façon de t'adresser au lecteur, et d'autre part ce que tu injectes de toi, de ton expérience et de ton expertise dans les contenus, c'est vraiment ça qui fait la différence parce que ça, une IA, elle peut potentiellement le faker, tu sais, elle Hmm. peut reproduire une fausse expérience. Ça sonne Mais faux de elle, tu le suite. fais, c'est complètement Ouais. la différence que ça fait. Mais ça, c'est intéressant parce que tu vois, j'ai essayé d'avoir cette réflexion même avant les IA. Tu vois, je me suis toujours Ouais. dit comment est-ce que je fais pour que en fait, si tu regardes, tu n'inventes rien. Tous les sujets ont déjà été traités un milliard de fois. Oui, mais Tu pas vois. avec un point de vue particulier. C'est là que la... Exactement. Et c'est ça qu'il faut faire. Euh, en fait, j'avais vu un gars qui disait tout ce qu'on fait, c'est qu'un remix du dictionnaire. Ouais, c'est Tu sais, vrai. tu prends des mots et tu fais juste des assemblages de mots différents, tu vois. Et donc, en fait, tu n'inventes jamais rien. Par contre, effectivement, ce qui compte, c'est comment toi tu le traites, comment tu le rends personnel, comment tu le rends singulier. Et c'est aussi ce qui fait, je pense, que les gens, ils vont te lire toi plutôt qu'un autre, c'est parce qu'ils vont peut-être accrocher avec ta patte et ils vont s'identifier avec ton histoire, ton parcours ou que sais-je, quoi. Oui, puis finalement, Euh, une qualité, c'est juste la jonction de deux trucs qui existaient hmm, déjà, ou la revisite de quelque chose qui existait déjà, mais on part jamais de rien du tout. hmm. Donc la façon de l'expliquer, de l'amener et de le détailler, d'en parler, c'est ça qui fait la singularité du contenu, quoi. Du coup, là, maintenant, maintenant, l'IA est là. Je pense qu'il y aura de plus en plus d'IA. Il y a plein d'outils qui se développent. Il y a plein de choses qui se passent. Comment est-ce que, euh, quels impacts ça a sur ton métier en tant que consultante SEO? Tu parlais de EEAT. Est-ce que tu peux un peu expliquer ça et ensuite on va voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer concrètement enfin, comment est-ce qu'on fait pour l'appliquer sur mon site aujourd'hui? Ouais. Donc le l'EAT, en fait, c'est expérience, expertise, authoritiveness, donc l'autorité, et trustworthiness, donc la confiance. Hmm, C'est vraiment des éléments d'évaluation qui sont utilisés par Google pour juger la qualité, la crédibilité d'un site. C'est pas officiellement des facteurs de classement, mais c'est vraiment des choses sur lesquelles Google va directement s'appuyer pour dire, OK, ce site-là, je peux le mettre en avant, ou bien celui-là, c'est un peu bullshit, on sait pas vraiment sur quoi ça s'appuie. C'est peut-être pas sur lui qu'on va miser le plus aujourd'hui. Donc ça va vraiment influencer beaucoup sur la façon dont les sites vont apparaître dans les résultats. Et bah, tu vois, ce que je te disais, le fait que toi, hmm, tu mettes de toi dans le site, hmm, ça joue énormément parce que, euh, d'une part, tu es déjà reconnu comme un expert sur le terrain, tu vois, sans parler de ton site, tu as fait plein de choses qui font que hmm. quand on pense à l'écriture en ligne, on peut penser à toi sans grande difficulté. Ça, c'est un vrai atout parce que ton site et toi, bah, finalement, ils font un peu qu'un, et la légitimité de ton site s'appuie énormément sur tes compétences à toi. Donc ça, c'est quelque chose que on a essayé ensemble de mettre en avant parce que Hmm. la marque Valentin Decker veut dire quelque chose. Oula. Je l'ai mis entre guillemets. Entre guillemets. Ouais, ok. Non, mais mine de rien, il y a quand même du volume de recherche sur ton nom. Tu as Ouais. publié des livres, tu es très Hmm. actif sur LinkedIn, tu vois, tu as une chaîne YouTube, tu as des choses comme ça, tu fais des articles invités.
tu es une référence dans le domaine. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut capitaliser parce que ça prouve que, Mm. à la fois aux yeux de Google et de ceux qui vont te lire, bah, tu es légitime à parler d'écriture, à parler de freelancing, à parler de toutes ces choses-là. C'est pas comme quelqu'un qui a jamais écrit un texte de sa vie et qui va lancer un blog. La différence, c'est que toi, bah, justement, tu capitalises déjà là-dessus. Donc, Ouais. et Et ça, ça vient se mettre dans plein d'aspects du site. ouais. Déjà, on a Mm. retravaillé ta page auteur pour Tu veux montrer. montrer un peu Ouais, vas-y, je vais partager l'écran. comment ça peut être bien qu'on montre un peu ce qu'on a fait. Donc ouais, comme tu dis, euh, faire un travail dans les contenus pour... Parce qu'effectivement, même si... En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle beaucoup d'algorithmes, de IA, critères Google, mais tout est au service de l'utilisateur. Et Oui. Ouais, l'utilisateur, quand il voit un contenu, quand il voit un site, il ouais, demande tout de suite de quoi on parle, qui est cette personne, pourquoi il parle de ça, en quoi est-ce que tu es pertinent. Et donc c'est pour ça qu'en fait les deux sont complémentaires et c'est super intéressant quoi. ouais, exactement. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que Google et les moteurs de recherche en général, leur objectif final, c'est que l'utilisateur soit content, qu'il ait une bonne expérience et qu'il revienne. Mm, Donc, il faut créer du contenu en premier pour le lecteur, pour lui permettre de faire passer, tu vois, d'un point A à un point B, quel que soit le point A et quel que soit le point B, mm, et ensuite ajouter une couche d'optimisation. Il faut toujours garder Google en tête quand on fait le travail de SEO, mais le premier client de ce qu'on va faire, ça reste le lecteur. ouais. Tu vois l'écran? Yes. Donc ça, bah, typiquement, c'est la fiche auteur. La plupart des sites ont des pages auteurs s'il y a plusieurs personnes qui vont intervenir sur le site internet parce qu'on peut dire, OK, cet article a été rédigé par telle personne. Ici, ce qui était intéressant, c'est de venir vraiment développer un peu plus cette page-là pour, encore une fois, venir connecter Valentin Descartes et Sauce Writing. Parce Mm, que l'idée, c'est de capitaliser sur tout ce que tu as fait. Donc, les gens cherchent ton nom pour leur mm, donner de quoi trouver. Donc ici, ben, on a un peu tout ce que tu as fait, qui tu es, etc. On parle avec euh, naturel toujours mm, de tes formations, tes projets. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a toute la genèse de ce que tu as fait avant et comment t'en arriver là. Donc, ça nous permet en fait déjà de apprendre à mieux te connaître. Ça nous permet de placer des mots-clés naturellement mm, sur tout le milieu de l'écriture. Et puis, mm. bah, tu vois, ajouter de la vidéo, les prises de parole, c'est des choses qui vont rendre crédible ton expérience. Et du coup, à chaque fois qu'un article a été rédigé par toi, bah, il est linké sur cette page-là. Et c'est vraiment une Ouais, page que Google va venir vérifier. ouais, Donc, ouais. Super intéressant. Ouais, en fait, c'est un peu le socle. Enfin, si tu vois, si tu schématises un peu, quand je publie un article, Google va voir l'article, va se dire, OK, qui a publié ça? Il va voir la page d'auteur, il va se dire, OK, il a fait ça. Il va l'interpréter, il va se dire, du coup, l'article, il est d'autant plus crédible ou pertinent, quoi. ouais, exactement, Mm. c'est ça. Ça, en fait, ça rentre vraiment dans le deuxième E de EAT qui est Ouais. l'expertise. Et l'idée, c'est que ton positionnement doit être évident, à la fois pour ceux qui te lisent, Mm, mais aussi pour Google. mm, De façon générale, c'est encore plus vrai dans ce qu'on appelle les sujets Your Money, Your Life. Donc, c'est tous les sujets santé, finance, etc. Nous, avec ce writing, on n'est pas dessus, mais ça n'empêche pas que il faut quand même afficher clairement, donc justement, qui est l'auteur et quelque chose que tu fais très bien aussi, c'est de venir mentionner, tu vois, des références académiques. Par exemple, Faudrait que je mette mon diplôme. non, Mon diplôme références d'école de académiques, commerce. je pensais, je pensais plus, enfin, même pas forcément académiques, mais tu vois, des sources fiables. Quand tu viens Mm, développer un concept, par exemple, tu vas venir faire un lien vers le blog de la personne qui a démocratisé le concept en premier ou des choses comme ça, tu vois. Attends, ouais, j'essaie de trouver un exemple, j'en ai pas en tête là tout de suite, ouais, ouais. Ouais, mais toujours. C'est vrai que j'ai ça en tête aussi de me dire, quand je vois un, quand je traite un sujet, je prends du matériel interne, donc des choses qui viennent de moi, qu'est-ce que moi je mets dans l'article, et puis aller aussi dire, mais en fait, c'est pas que moi qui le dis, c'est aussi X, Y, ou telle et telle théorie, ou tel et tel livre. Donc je pense ouais. que, enfin, en fait, tu couvres un peu les deux tableaux, aussi bien pour le lecteur que pour Google, je pense que c'est intéressant. Bah, en fait, ça, exactement. Parce que Google permet, enfin, ça permet à Google de dire, OK, cet article
à la fois, je vois qu'il y a une vraie expertise et en plus de ça, ça cite des sources que je considère déjà comme étant Mhm. fiables de mon côté. Et pour le lecteur, bah, ça lui permet aussi de s'assurer que c'est pas une idée farfelue qui est sortie de ta Ouais, tête, si tu as pu ouais. plus la développer. Comme on disait précédemment, on n'invente jamais rien depuis le départ. Donc, il y a probablement d'autres personnes qui ont creusé aussi cette idée-là ou qui t'ont permis d'arriver à la conclusion que tu es en train de nous Mhm. définir. Donc ça, c'est super intéressant. Et pour ce truc d'expertise aussi, tu vois, le fait de montrer qu'il y a vraiment une maîtrise du sujet avec des contenus de fond que toi tu fais très bien. Souvent tu vas développer des concepts ou expliquer pourquoi est-ce que tu penses que, je sais pas, les médias traditionnels sont Mhm. morts, par exemple. Ok, bah c'est un constat. Pourquoi est-ce que tu penses ça? Tu donnes des exemples, tu expliques depuis tant d'années, on a vu telles évolutions, tu montres des chiffres, des statistiques, des choses comme ça crédibilise énormément ton contenu. Tu dis pas juste, bah, les médias traditionnels sont morts parce que moi, personnellement, je lis pas la Mhm. Provence. J'aime Non, pas, ouais. ça fonctionne un petit peu moins bien, tu vois. Et toi, tu Ouais. viens étoffer une thèse, dire qu'est-ce que toi, t'as amené à penser ça, quelles sont les statistiques, les études externes qui te permettent d'arriver à cette conclusion-là et comment est-ce qu'on pourrait s'adapter pour ça. Donc, c'est vraiment des articles qu'on ne trouve pas forcément ailleurs et qui sont pour le coup euh, symboles de la maîtrise du sujet. Donc à la fois c'est Mhm. intéressant pour le lecteur, mais ça permet aussi, tu vois, Mhm. de venir appuyer cette expertise qui est demandée pour Google. Et puis on parlait de l'expérience, donc il y a beaucoup de choses dans le l'EAT qui se mélangent un petit peu, mais Ouais. le premier E, ça va être de venir valoriser le vécu concret, vraiment tes expériences personnelles, qu'est-ce que toi tu peux raconter, qu'est-ce que toi tu peux apporter au lecteur. Et ça, pour le coup, c'est très important, surtout au moment de lire des contenus, quand il y a Ouais. plein de contenus générés par l'IA, Mhm. parce que c'est ça qui permet d'éviter les conseils génériques, les trucs un peu très bateau en fait où on va rien apprendre. Mhm. À la fois c'est pas très intéressant et en plus de ça c'est quelque chose qu'on peut lire en faisant un prompt très bête sur ChatGPT de notre côté donc Ouais. ça a une plus-value. L'idée là c'est de venir Ouais. intégrer vraiment des choses vécues. Donc, de façon générale ça peut être d'intégrer des témoignages, de montrer des cas concrets, des analyses tu vois avant-après, de partager des expériences réelles plutôt que juste des conseils théoriques. Là, tu vois, bah, typiquement, on est en train de montrer sur ton site qu'est-ce que tu fais. Mhm. Bah, c'est un conseil réel, c'est pas un Mhm. truc théorique Mhm. de il faudrait parler un peu plus de l'auteur. Non, on Mhm. a fait une fiche Mhm. Valentin Desclés. Et puis tu peux Euh, genre, inclure des images, etc. Vas-y, ouais. dis-moi. Mhm. Non, j'allais dire en fait, est-ce que par rapport au site, donc là, ça fait depuis fin 2024 qu'on travaille ensemble. Est-ce qu'il y a Ouais. d'autres chantiers que tu as mis en place qui sont importants dans cette optique-là de EEAT? Bah, par exemple, tu vois, on a continué, tu avais un petit peu fait ça, mais je t'ai encouragé beaucoup à miser plus sur le personal branding. Donc justement, en retravaillant un peu la home, en retravaillant cette Ouais. page Valentin Desclés, parce que ton parcours, tes expériences Mhm. concrètes en rédaction, c'est des choses qui sont connues à la fois par Google et par un certain nombre de personnes qui arrivent sur le site. Bah ok, mais il faut maintenant les mettre en avant, Mhm. etc. Tu vois. Donc vraiment Mhm. travailler sur la marque, encore une fois, entre guillemets, Valentin Desclés, c'est quelque chose qui est important, je pense, et puis de venir linker cette page-là sur beaucoup de pages. Après, il y a des choses que tu avais déjà pas mal mis en place. Tu vois, par exemple, raconter tes expériences personnelles en écriture. Comment est-ce que tu as développé ton style? Quelles sont tes techniques? En général, quand tu donnes des conseils d'écriture, tu vas toujours t'appuyer sur ton expérience personnelle. Mhm. Et ça, c'est hyper valorisé par Google et par le lecteur aussi, parce que c'est des choses qu'il va pas retrouver ailleurs. Donc, c'est des choses que tu avais déjà très bien fait, tu vois, détailler ton parcours, donner tes astuces. Il y a beaucoup d'articles qui commencent par j'ai commencé à écrire en Ouais. 2016, tu vois. Et Ouais. ben, ça permet Mhm. de crédibiliser, de raconter un petit peu quel a été ton parcours, comment est-ce que tu en es arrivé là. Ça, c'est hyper important ben, pour, euh, pour permettre de gagner la confiance des gens. Ce Ouais. qu'on pourrait faire, tu vois, comme action supplémentaire, ça serait par exemple Ouais. de faire des avant-après, où tu vas venir Mhm. décomposer des analyses de texte, montrer Mhm. comment un bon copywriting peut transformer un contenu moyen en un truc impactant, tu vois. Ça, c'est des choses qui pourraient être intéressantes aussi. Mhm. Ouais, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire, c'est clair. Euh, Il y a dans plein, les plein de choses. points aussi, Ah, j'ai disparu. Pourquoi ai-je ouais. disparu? Je suis toujours là.
C'est bon. Dans les points aussi, de plus en plus important, il y a le travail hors du site. Donc Oui, montrer à Google que t'es pas juste un site, mais que tu es actif sur d'autres réseaux, d'autres canaux. Donc c'est pour ça ouais. que moi j'essaye d'être très actif sur LinkedIn, de faire parfois des vidéos un peu sur YouTube comme ça, mais à quel point ça devient important ça, de pas juste faire des articles SEO quoi. Ben, en fait, c'est comme on disait au début, une multiplication et pas juste une addition. Donc, si tu fais le meilleur contenu, mais que personne n'en parle, bah, personne ne le verra. L'idée, c'est vraiment de faire rayonner ton message et de créer une marque. Alors, ça peut être une marque personnelle ou ça peut être une vraie marque comme, j'en sais rien, un Castorama, ils ont une vraie Mm. marque, ils sont Ouais. incarnés par quelqu'un. Toi, tu as besoin de travailler le personal branding parce que Sauce Writing, c'est Valentin Decker. Donc, le fait que tu vois, tu sois justement très présent sur LinkedIn, que tu fasses des vidéos, que tu fasses aussi des articles invités sur d'autres sites qui sont référents dans le domaine, tout ça, ça va vraiment permettre bah, à la fois d'asseoir ton autorité parce que quelqu'un qui va sur une autre plateforme que ton site et qui te retrouve et qui voit que tu partages le même contenu de qualité mais avec un format différent, bah, ça Mm. va te donner encore plus confiance parce que finalement, sur le site, c'est peut-être pas toi qui rédige, tu sais peut-être pas de quoi tu parles vraiment finalement et t'es une imposture. Bon, bah là, le fait de te voir ailleurs, on se rend compte que non, tu sais vraiment de quoi tu parles. Et puis, ça va permettre à Google de te définir comme une entité. Une entité, c'est un peu l'équivalent, tu vois, des liens bleus dans Wikipédia. C'est quelque chose qui est Mm. tangible, c'est un concept qui est reconnaissable, qui est unique. Et l'idée, c'est que en apportant tout ce grain à moudre à Google, que ce soit sur ton site, mais aussi partout sur Internet, quand il y a d'autres personnes qui parlent de toi, quand toi tu fais du contenu ailleurs, en fait, Google est capable d'assembler tous les points et de se dire, OK, Valentin Decker, c'est quelqu'un qui parle d'écriture en ligne, qui parle de freelancing, qui a une formation, etc. OK, je peux mettre en corrélation son LinkedIn avec son site Internet. Je peux voir qu'il est présent partout sur Internet, qu'il a une ligne éditoriale qui est cohérente, Mm. etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui devient de plus en plus important parce que on ne cherche plus uniquement à répondre à des questions, mais on cherche aussi à vivre des expériences. Tu vois, on va sur TikTok pour trouver des vidéos de reviews rapides ou pour rire ou des choses comme ça. Et on le dit toujours, on se souvient pas de ce que nous ont raconté nos profs, mais on se souvient de comment ils nous ont fait nous sentir ou d'une anecdote ou quelque chose. Donc le fait de mettre de la personnalité, que ce soit encore une fois la personnalité de la personne ou la personnalité de la marque, c'est hyper important. Tu vois, quand je te Mm. dis par exemple Burger King ou les jus de fruits innocents ou des choses comme ça, ils ont une identité qui est très très forte. C'est reconnaissable et on s'en souvient. Donc l'idée, Ouais. c'est de faire, de diffuser l'identité de la marque un peu partout. Mm. Et ça vient, tu Euh, vois, lier les deux critères de l'EAT suivants qui mm. sont l'autorité, donc être reconnu dans son domaine, donc comme tu l'as dit, en publiant des articles, mais aussi en développant une présence active sur les Mm. réseaux sociaux, en obtenant des backlinks vers des sites influents, en étant cité par des experts, des choses comme ça. C'est très important. Toi, tu as déjà une audience qui est fidèle, qui est engagée avec ta newsletter, avec ton LinkedIn. L'idée, c'est de capitaliser sur tous ces gens qui te suivent Mm. pour pouvoir faire un gros paquet enrobé sauce fighting, quoi. Ouais, et ça, encore une fois, tu vois, c'est très pertinent dans le contexte de Google et de l'algorithme de Google, mais je pense que, alors peut-être que tu me diras le contraire, mais je crois que on sait pas encore exactement comment tu fais pour ranker sur ChatGPT quand tu te poses une requête, mais on imagine que tout ça, ça aide également dans ce contexte-là, quoi. Être présent sur différents sujets, avoir un site étoffé, avoir une autorité, en fait, tout ça, ça aide pour ranker sur des LLM, quoi. Ouais, exactement. Alors on a des petits indices, tu Ouais. vois, Mm. pas exactement les mêmes critères qui sont utilisés par Google dans ses SERP classiques et par les IA, mais effectivement, le fait d'avoir un site qui est fiable, le dernier critère justement de l'EAT, c'est la fiabilité. Donc ça va Mm. être tout ce qu'on a dit jusqu'à présent sur avoir les épaules solides, mais aussi, tu vois, avoir un site qui est sécurisé en HTTPS, avoir une page à propos, avoir des mentions légales. Comme quand tu rentres dans un magasin, en fait, tu as Mm. l'impression que le magasin, il est tenu par quelqu'un qui fait ça le dimanche après-midi parce qu'il a un peu de temps, ou bien tu vois que c'est un magasin qui est
sérieux, qui est fiable, avec les prix qui sont marqués dessus, avec une caisse qui est bien déterminée, etc. C'est ces critères-là qu'on va chercher, à la fois par Google et par les IA. Quelque chose sur lequel on pourrait travailler sur ton site pour apparaître dans Ouais. les IA, c'est de faire des réponses qui sont directes. Toi, ton Ok. site, Ouais. il y a énormément de contenu de qualité, mais qui est beaucoup plus Long. copyrighté que SEO friendly. Donc, je suis en train de Hmm. retravailler un peu Ouais. ça pour pas perdre la qualité du copywriting, mais pour rajouter un peu des signaux, Hmm. tu vois, Hmm. de SEO. Ce qu'aiment beaucoup les IA, c'est une question claire, une réponse claire. Toi, tu es plus dans le concept, dans le développement un peu plus Ouais. complet de la chose, tu Hmm. vois. Donc, pour plaire aux IA, ce qu'il faudrait, c'est avoir des blocs en résumé avec reprendre la question, la réponse claire en deux phrases. Et ensuite, on vient développer le concept de façon plus fouillée, plus étoffée. Est-ce que ça vaut pas le coup de... Parce qu'effectivement, tu as raison. Moi, ma réflexion première, ça a pas été le SEO, ça a été plutôt de me dire comment est-ce que je fais un article intéressant et utile pour les gens. Donc c'est pour ça que... Et puis moi, je pense que j'ai un petit biais aussi, j'aime bien les contenus longs, un peu travaillés, donc je suis parti là-dessus. Effectivement, ce qui est bien, c'est que toi, tu vas mettre la couche un peu SEO pour que ce soit plus digeste et plus pour le lecteur et pour les réseaux sociaux aussi, enfin pour les algorithmes de Google. Est-ce que ça vaut le coup? Mais du coup, mine de rien, c'est quand même des articles qui sont assez longs, ça, c'est quasiment tout le temps plus de 1000 mots, enfin tu vois, il y a du contenu, tu dois les lire, donc tu vois que c'est long. Mais est-ce que ça vaut le coup peut-être de trouver un espèce de format ou de créer des pages où tu réponds très vite à des questions, justement pour avoir ce côté-là très one shot? Je sais pas si ça pourrait exister. Ouais, là spontanément, j'avais jamais réfléchi à la question sous cet angle-là, mais spontanément, j'ai envie de te dire, pas nécessairement. Par contre, de rajouter des sections sur les pages qui existent déjà, ça peut être pertinent. Hmm. Parce que, comme Ouais. tu l'as dit, toi, tes contenus sont très longs et relativement fouillés. C'est plus facile de venir ajouter une couche SEO sur un contenu qui est déjà très qualitatif que de venir ajouter de Hmm. la qualité sur un contenu qui a été écrit uniquement Oui, pour le... oui, oui. Ouais, dans ce sens-là, c'est plus dur. Donc, ce qui pourrait être pertinent, effectivement, c'est de venir retravailler certaines pages avec des requêtes qui sont pertinentes par Hmm. rapport aux objectifs business ou de trafic, parce qu'il y a des pages qui n'ont pas forcément d'objectifs business, mais qui ont des objectifs de trafic et de venir rajouter des encarts supplémentaires pour résumer le concept de façon très simple, pour Ouais, aller droit au but. Par contre, de créer des pages ok. spécifiquement pour ça, je suis pas sûre. Parce qu'en plus, tu vois, une page nouvelle, elle n'a pas la traction d'une page ancienne qui est déjà indexée depuis un certain temps, qui a déjà eu du trafic, qui a un historique Hmm. aux yeux de Google et aux yeux des moteurs de recherche, qui va avoir peut-être des backlinks, etc. Donc, créer une nouvelle page juste pour les IA, il y a des risques de cannibalisation, il y a des risques, tu vois, En fait, ça va te faire créer un contenu qui va être plus pauvre que ce que tu Hmm. as déjà. Donc, moi, je serais plutôt du point de vue d'enrichir ce qu'on a déjà en créant des blocs résumés. Ouais, ouais, ce serait intéressant. J'essaie de trouver un exemple là d'un contenu, mais effectivement, on pourrait. Tu vois, attends, je vais essayer de prendre un exemple. Mais effectivement, on pourrait, dans un contenu. Euh, Tiens, par exemple, si tu prends ça, je te partage mon écran. Tu vois, si tu prends un contenu comme ça, bon, bah, tu vois, c'est un article très long sur comment tu crées un calendrier éditorial. Bah, on pourrait faire apparaître, tu vois, ici, là, un espèce de call-out, comme sur Notion, un espèce de bloc qui serait Exactement. visible avec soit un point définition, soit un point explication d'un concept. Ouais, Qu'est-ce que X et trois lignes et un truc facilement consommable pour le lecteur et visuel aussi. C'est vrai que ouais, ça pourrait être exactement. intéressant. Et c'est quelque chose dont on avait discuté aussi il y a un petit moment qu'on n'a pas eu le temps encore de mettre en place, mais tu vois, le fait de venir ajouter euh, de la diversité dans Ouais, les visuels de tes articles, parce que tes articles sont très, très, très texte. ouais, bah Euh, là par exemple, hein, et, c'est beaucoup de voilà. texte. Là, tu vois, Ouais, typiquement, c'est que du qu'est-ce texte. qu'un calendrier éditorial? On aurait voulu un exemple Ouais, je suis d'accord. d'un screenshot de calendrier éditorial, tu vois. Hmm. Euh, et effectivement, de venir rajouter des illustrations, ça peut être dans certains cas des infographies. Là, ça s'y prête pas particulièrement, mais tu vois, une Hmm. infographie, une frise chronologique
quand tu fais des portraits d'auteurs, tu vois, Mm. de Robert Caro ou des choses comme ça, peut-être une mini bibliographie avec la photo, sa date de naissance, ses livres principaux, tu vois, une petite fiche résumée, des choses comme ça. Il y a Ouais. plein de façons en fait de venir un peu dynamiser les articles et effectivement d'avoir un petit call-out en résumé ou point définition ou des choses comme ça permet de rompre un peu la monotonie. Parce que C'est vrai que quelqu'un là, qui aime, il reste pas beaucoup sur ton site. ouais, ça Après, c'est quelqu'un qui aime évident. pas trop lire, c'est pas ta cible, donc est-ce que c'est très grave? Je ne suis pas sûre. C'est ce que je Mais me dis aussi. Mm. Mais t'as raison. En tout cas, t'as raison. Créer de la diversité, créer de la variété. Effectivement, je regarde quelques contenus là. Tu vois, il y a beaucoup de texte, quoi. Il y a pas beaucoup de. Ça mériterait d'avoir des petits visuels. Après, c'est comme tout, on se rend compte que c'est un travail qui est titanesque, quoi, de faire oui, des bah oui. Et contenus, le du contenu sur ton site, hors du site, travailler les liens, créer, c'est beaucoup, quoi. Ouais, puis le SEO, c'est vraiment un travail d'arbitrage et de priorisation, Mm. tu vois. Euh, Par exemple, en C'est ce moment, je intéressant ça. passais vraiment de temps à retravailler le maillage interne de ton site parce que Mm. justement, tu as beaucoup de contenu de qualité, mais le potentiel est inexploité parce que Ouais. Google se déplace de lien en lien. Donc, si tu as une page avec pas de lien ou un lien qui pointe dessus, Mm. en fait, elle est pratiquement invisible. Alors, de créer des liens qui sont contextualisés, ça va permettre de faire se balader, on va dire, la puissance de ton site de page en page, de diriger cette puissance-là vers les pages qui sont les plus pertinentes pour ton business à toi. Et puis, ça a aussi un intérêt très important pour le lecteur parce que, par exemple, là, on parle de calendrier éditorial. OK, calendrier Mm. éditorial, il y a probablement des notions, tu vois, de ligne éditoriale qui vont être abordées. Et ben c'est très intéressant de ramener le lecteur vers l'article complet que tu as écrit Mm. sur comment créer une ligne éditoriale. Et puis, quand on est dans l'article ligne éditoriale, comment choisir son style, etc., etc. Tu vois, comment trouver sa niche. Tout est Mm. connecté. L'idée, c'est de Ouais. permettre à la fois à Google et à l'internaute de comprendre que ton site, il est thématisé et que t'as pas posé d'un coup un article sur comment arroser ses géraniums au mois de février, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on a commencé à bosser ensemble, je t'ai dit, est-ce qu'il faut créer des contenus, etc. Tu m'as dit, non, pas forcément. Je vais d'abord optimiser l'existant, travailler le maillage, en fait, les basiques du SEO, mais bien mailler les pages entre elles, optimiser je l'avais déjà un peu fait ça, mais toi, tu l'as encore refait, c'est optimiser la sémantique des articles pour renvoyer les bons signaux à Google. Enfin, du coup, pas forcément besoin de créer du contenu, quoi. En fait, tu as déjà énormément de contenu. Hmm. Euh, et c'est hyper frustrant parce qu'il est complètement sous-exploité. Bah, il est en train, parce que Ouais. 3 mois que je suis dessus. Mais en fait, euh, ton contenu, sauf certaines pages, ne permettait Hmm. pas forcément de driver du trafic. Tu vois, tu avais du trafic qui arrivait, mais vraiment depuis quelques pages très Hmm. précises. Et c'est quelques Hmm. pages-là qui te ramenaient énormément de trafic. C'est dommage parce que tu as 160 articles de blog et guides, etc. C'est dommage qu'ils ne soient visibles que pour ceux qui sont déjà sur ton site et qui ont envie de Ouais. fouiller. Là, ce Qui que sont je suis en déter à aller dans les catégories et tout, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc là, le Hmm. travail, c'est de rendre ton contenu qui n'était pas forcément SEO friendly plus visible sur Google. Hmm. Parce que il y a des articles qui vont jamais ranker. Ouais, Parce ouais. que, Hmm. oh, tu vois, conceptuels et ils Ouais. sont pas faits pour le SEO. Donc moi, je peux venir faire des petites optimisations pour allez, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour quelqu'un va se perdre sur cette requête et trouvera l'article. Mais il y a des articles qui n'ont pas du tout cette vocation-là et c'est pas Hmm. grave du tout. Hmm. Toutes les pages d'un site n'ont pas vocation à ranker sur Google. L'idée, c'est que si je peux faire quelques petites optimisations en se disant, on ne sait jamais, de toute façon, ça mange pas de pain, je vais les faire. Mais il y a certaines pages qui sont centrales pour la stratégie éditoriale et ces pages-là, tu vois, je suis venue complètement les refondre pour répondre aux critères de Google sans perdre le copywriting et la qualité de contenu que toi, tu avais injecté dedans, tu vois. Et ça, Yes. c'est toute une réflexion parce que, bah, comme tu l'as dit, quand tu as créé ton contenu, toi, tu es plus parti sur un axe de qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre au lecteur Ouais. sans penser à un mot-clé visé ou à un angle précis par rapport au SEO. Donc, ça me facilite pas la tâche à fond, mais Ouais. l'idée, c'est de venir, tu vois, pas perdre l'essence de ce que toi, tu as voulu raconter, mais en décalant un petit peu parfois, tu vois,
la façon dont on va le dire pour que Mm. ça corresponde plus aux critères qui sont recherchés par Google et surtout pour que Google puisse beaucoup mieux identifier ce dont quoi on parle. Toi, tu es beaucoup plus dans Ouais, l'explication d'un concept, dans le récit d'une histoire, des choses comme ça. Alors, c'est hyper agréable à lire, mais par contre, il faut être arrivé sur tes contenus d'une autre manière. L'idée, là, ouais, c'est les deux. ouais. Et en fait, moi, ce qui m'a bloqué pendant longtemps, c'est que, euh, tu vois, j'essayais un peu de créer ma propre approche de l'écriture, qui Ouais, est un peu de la rédaction, un peu du copywriting, un peu du ghostwriting, mais pas vraiment exactement ça, mais un peu tous en même temps, tu vois. Et ce qui m'a posé problème longtemps, c'est que je me disais, mais non, en fait, ce que je fais, c'est pas vraiment de la rédaction, c'est pas vraiment du copywriting. Donc, je vais pas parler de ça. Ou en tout cas, tu vois, j'avais plutôt, je parlais de ça, mais sans parler de ça, tu vois. Et je pense que l'un des travails, je pense que là, d'ailleurs, la dynamique du SEO, c'est prendre ce que toi tu fais avec ton approche unique, et ensuite, comment est-ce que euh, je pars de ce que cherchent les gens, de ce que connaissent les gens, de ce que tapent les gens, et je fais la transition, je fais le lien entre les deux, en fait. ouais, exactement, exactement. Ouais. Après, c'est pas évidemment, si tu avais tout fait parfaitement dès le départ, ça aurait été formidable, mais on peut pas. Des fois, je me dis, purée, j'ai raté un truc de fou, quoi. J'aurais dû le faire. T'imagines, là, ça fait, enfin, ça fait deux ans que je fais sérieusement du SEO, tu vois, avec, à différents égards, mais si je l'avais fait dès le départ, 2019-2020, je me dirais, frère, j'aurais un site monstrueux aujourd'hui, quoi. Mais bon. Ouais. Mais en fait, la très bonne chose, c'est que, en général, ce qui prend énormément de temps et de ressources, que ce soit en termes d'argent et en termes de temps, d'énergie, de réflexion, c'est la création du contenu. Toi, tu Ouais. as déjà une énorme base de contenu. Alors, il y en a encore plein sur lesquels on pourrait Mm. euh, discuter, créer des choses, etc. Mais c'est pas du tout comme si tout ce que tu as créé ne sert à rien. Au contraire, l'idée que tu as eue de créer ta propre marque personnelle, ta propre touche, ta propre approche, Mm. c'est quelque chose qui est hyper valorisable dans mon travail de SEO. Donc, Ouais. effectivement, là, pour les premiers mois et pour encore probablement quelques temps, je vais pas forcément t'encourager à créer du contenu parce que l'idée, c'est de venir capitaliser sur tout ce que tu as fait ces dernières années, qui est hyper intéressant à la fois pour Google, mais surtout pour les gens qui veulent découvrir ton univers, apprendre plus l'écriture, etc. Mais l'idée, c'est de venir les guider un peu tous les deux, quoi. Ouais. Mm. Donc, ouais. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres points? J'ai l'impression qu'on a fait un tour assez complet. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas encore mentionnés par rapport à Euh, l'avenir du SEO, ce genre de Fun, choses? ça dépend. Non, je pense qu'on a fait effectivement un tour. Après, en fait, il y a plein de détails en permanence qui Bien sont, sûr. tu vois, Mm. à améliorer, à optimiser, à repenser, etc. Donc, c'est pour ça que c'est passionnant. Mais je Et, pense que et, et comme tu l'as dit, je pense que le SEO, c'est typiquement une discipline où tu as un milliard de mini-détails que tu peux traiter. Mais, et tu me diras si je me trompe, mais je pense que si tu fais bien les 80-20, tu vois, les 20% d'actions les plus essentielles qui ont le plus d'impact, en fait, tu t'en sors très bien, quoi. Et oui, en ouais. fait, les détails, c'est intéressant et tu peux aller les creuser, mais en fait, avant de te perdre à maximiser ce micro-détail, tu vois, tant que tu as la big picture, tant que tu as les éléments euh, principaux qui sont bien optimisés, en fait, c'est surtout ça qui compte, quoi. Oui, exactement. Tu vois, pour donner un exemple concret, on parle souvent de la vitesse de chargement. Oui, c'est Ouais, important d'avoir une bonne vitesse de chargement. Je vais jamais te dire le contraire. Par contre, de passer 2 jours à optimiser ton site pour passer de 82 à 86 sur ouais, ouais. PageSpeed Insight, alors que t'as pas de contenu, que ton arborescence est éclatée et que t'as aucun backlink, c'est peut-être pas la priorité, effectivement, quoi. Mm, Donc, c'est toujours une question de qu'est-ce qui va être la priorité maintenant. mm, Toi, par exemple, les contenus piliers qui vont driver du trafic, ils existent déjà. L'idée, c'est de venir les renforcer, les prioriser, les mettre en avant. Donc, c'est pour ça que, contrairement à un autre client où je vais lui conseiller tout de suite de créer énormément de contenu mm. parce qu'il n'y a rien à lire sur son site et que c'est pas possible de se positionner en tant qu'expert, toi, non, l'idée, c'est juste de faire connaître le contenu que tu as déjà. Donc, c'est Ouais. différent à chaque fois. Ouais, c'est constamment un travail de j'ai telle ressource,
j'ai telle contrainte et comment est-ce que j'alloue ça au mieux en fonction de ce qui est le plus intéressant. Et tu vois, et c'est là aussi que tu vois à quel point il te faut des compétences de base, tu vois. Tu peux pas dire à une IA, bah tiens, fais-moi du contenu, fais-moi du SEO et puis on verra, tu vois. Non, ça marche pas. En fait, il faut comprendre ce que tu fais fondamentalement à la base et ensuite te dire, OK, comment est-ce que j'utilise l'IA, tu vois, de manière intelligente quand c'est pertinent, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, on n'en a pas parlé, mais le SEO, depuis quelques années, il est encore plus intégré dans tous les sujets qui sont relatifs, tu vois, à l'acquisition. Euh, il faut vraiment connaître le persona, il faut vraiment connaître Les tous les systèmes fondamentaux, bien d'acquisition. sûr. T'as des lignes manettes, est-ce que tu n'en as pas? Comment est-ce que tu communiques à l'extérieur de ton site? Parce que si le SEO, il se concentre juste sur l'optimisation, entre guillemets, bête et méchante de son site, Hmm. mais qu'il ne va pas discuter avec le produit, avec les sales, avec bah, comment ça se passe, les retours clients, quelles sont les choses qui sont importantes à mettre en avant par rapport aux objections qu'on a, ça va pas fonctionner. Ça va plus fonctionner en tout cas. Ouais, le mot de la fin, ça m'inspire deux trucs, mais peut-être qu'il y a 10 ans, le métier de SEO, c'était euh, shipper des articles où tu bourres des mots-clés. Mm. Je caricature un peu, hein, c'est certainement plus complexe que ça, ne me tuez pas en commentaire. Mais tu vois, tu Tu avais vas un le truc faire. qui était très, une grosse partie du travail qui était très répétitive, très redondante. Et je pense que, Je suis toujours là. ouais, attends, est-ce que ça va revenir ou pas? Ok, Ouais. je la refais, comme ça je couperai la caméra. Je disais peut-être qu'il y a 10 ans, tu vois, une grosse partie du travail du SEO, c'était très répétitif, très chronophage, où il fallait optimiser les mots-clés, beaucoup travailler les pages. Je pense que c'est encore le cas, mais de plus en plus, on se dirige vers un monde où bah, toute cette partie-là, tu peux avoir des solutions pour aller plus vite là-dessus, pour gagner du temps, pour que ça te prenne moins d'efforts. Et toi, tout ce que tu viens de dire, à savoir toute la réflexion, tout le lien avec le marketing, avec le business de l'entreprise, tu vois, t'as une réflexion beaucoup plus high level qui rentre en compte et qui est d'autant plus intéressante, je trouve. Et d'ailleurs, je pense que ça va être le cas sur tous les métiers, hein. Euh, Ça va te demander de monter en compétences. Et dernier point, un truc que moi je vois, même dans ma thématique qui est de l'écriture, j'ai l'impression que le SEO, c'est un canal qui est de plus en plus délaissé. Tu vois, parce que les gens, ils ont la hype LinkedIn, enfin Insta, est-ce que les IA vont pas tout remplacer? Et du coup, il y a d'autant plus d'opportunités pour les gens qui font bien les choses. Je pense. Peut-être que je me trompe, mais euh, et parce que mine de rien, tu as aussi une grosse barrière à l'entrée en SEO qui est, ça prend du temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Donc, mais ceux qui font bien les choses, je pense ils sont bien récompensés, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et effectivement, le SEO, il te donne pas la petite dose de Mm. dopamine quand tu vois Exactement. sur LinkedIn qui devient viral, etc. Ouais. Là, immédiatement. En SEO, tu vois tes résultats au bout de quelques semaines, voire de quelques mois. Euh, il faut pas lâcher, quoi. Il faut avoir envie d'utiliser ce canal, etc. Donc, quelqu'un qui se lance maintenant, il va peut-être pas avoir le réflexe, effectivement, Mm. d'utiliser ce canal-là. L'avantage, c'est que toi, tu étais déjà là avant. Cool. Bah écoute, merci beaucoup, Nelly. Avec plaisir.